Je déteste les étrangers. Et le gouvernement ne fait rien. Where are you from? We're Nigerians, but we live in England. Nigerian? All up in Mexico? Let's go Nigeria! Nous sommes en juin 2026. La Coupe du monde de football vient de commencer au Mexique. L'Afrique du Sud dispute son premier match face au Mexique. Pourtant, sur les réseaux sociaux, quelque chose d'inhabituel se produit. Des milliers de supporters du Nigeria, du Ghana, du Congo ou encore de la Côte d'Ivoire annoncent qu'ils soutiendront le Mexique. La question que nous tous nous posons, c'est pourquoi? Parce que lorsqu'il y a la Coupe du monde, les Africains supportent toujours les pays africains. La réponse, c'est justement parce qu'au même moment, en Afrique du Sud, des manifestations anti-immigrés secouent les grandes villes. Les étrangers sont menacés, certains agressés, d'autres sommés de quitter le pays. Comment un pays qui a souffert pendant des décennies du racisme institutionnalisé a-t-il pu devenir le théâtre d'une telle hostilité envers d'autres Africains? Dans cette vidéo, vous allez comprendre les véritables causes de cette montée de la haine contre les étrangers. Nous reviendrons sur l'héritage de l'apartheid, les difficultés économiques et sociales du pays, les différentes vagues de violence qui ont secoué l'Afrique du Sud depuis 2008, ainsi que les réactions des autorités et des pays africains. Nous verrons également comment cette crise a fini par avoir un impact dans le monde du football, notamment lors de la Coupe du monde 2026. Alors, installez-vous confortablement et surtout, restez jusqu'à la fin, car chaque partie de cette histoire permet de comprendre comment la nation arc-en-ciel s'est retrouvée confrontée à l'une des plus grandes crises sociales de son histoire. Pendant près d'un demi-siècle, de 1948 à 1994, l'Afrique du Sud vit sous le régime de l'apartheid. Ce système politique repose sur une séparation stricte entre les groupes raciaux. Les populations noires sont exclues des centres-villes, privées de nombreux droits et reléguées dans les territoires appelés Bantustans. Mais l'apartheid ne sépare pas seulement les blancs et les noirs. Le régime encourage également les divisions entre les différentes communautés africaines. Les Zoulous, les Xhosas, les Soto ou encore les Tswana sont séparés administrativement afin d'empêcher l'émergence d'une unité politique noire. Paradoxalement, l'économie sud-africaine dépend aussi fortement des travailleurs étrangers. Des centaines de milliers d'hommes venus du Mozambique, du Zimbabwe, du Malawi, du Lesotho ou encore de la Zambie sont recrutés pour travailler dans les mines d'or et de diamants. L'Afrique du Sud devient ainsi un immense pôle migratoire régional. Lorsque Nelson Mandela est élu en 1994, l'espoir est immense. La nouvelle constitution de 1996 est l'une des plus progressistes au monde. Elle garantit les droits fondamentaux de toutes les personnes vivant sur le territoire, y compris les réfugiés et les migrants. Beaucoup imaginent alors que la nation arc-en-ciel deviendra un modèle de coexistence. Mais les difficultés économiques vont rapidement fragiliser ce rêve. Après la fin de l'apartheid, les attentes de la population sont immenses. Des millions de Sud-Africains espèrent accéder à un emploi, à un logement décent et à de meilleurs services publics. Cependant, malgré certains progrès, les inégalités restent parmi les plus fortes du monde. Le chômage dépasse régulièrement les 30%. Plus de la moitié de la population vit dans la pauvreté. Dans les townships et les quartiers informels, beaucoup ont le sentiment que leur situation ne s'améliore pas. Dans ce contexte, les migrants deviennent les boucs émissaires. Ils sont accusés de prendre les emplois, de faire monter la criminalité ou de saturer les services publics. Pourtant, les étrangers représentent seulement une faible part de la population sud-africaine.
Mais lorsque l'État semble incapable de résoudre les problèmes quotidiens, il devient plus facile de désigner un responsable visible. À cela s'ajoute la corruption, les coupures d'électricité, les problèmes d'eau, la dégradation des infrastructures et une profonde défiance envers les institutions. Peu à peu, certains responsables politiques commencent eux aussi à utiliser un discours anti-immigré. La xénophobie cesse alors d'être un simple sentiment populaire pour devenir un véritable outil politique. Mai 2008, l'Afrique du Sud est considérée comme un modèle sur le continent. 14 ans après la fin de l'apartheid, le pays prépare même l'organisation de la Coupe du Monde 2010. Mais soudain, les violences explosent. Tout commence dans le township d'Alexandra, près de Johannesburg. Des groupes de jeunes s'en prennent aux étrangers. Rapidement, les attaques se propagent à travers plusieurs provinces. Les maisons sont incendiées, des commerces sont pillés, des familles entières fuient. Les scènes sont d'une brutalité extrême. Des migrants sont battus en pleine rue. Certains sont brûlés vifs devant les foules qui filment les événements. L'image d'Ernesto Namouvé, un migrant mozambicain brûlé vivant dans une rue de Johannesburg, devient l'un des symboles les plus choquants de cette période. Le bilan officiel est terrible. On parle de plus de 60 morts, plus de 600 blessés, plus de 60 000 personnes déplacées. Des camps d'urgence sont installés pour accueillir des survivants. L'armée sud-africaine doit être déployée dans plusieurs zones. Pour beaucoup d'observateurs, c'est un choc immense. Comment un pays ayant lui-même souffert du racisme peut-il produire une telle violence contre d'autres Africains? L'organisation de la Coupe du Monde 2010 offre temporairement une image positive du pays. Le monde entier découvre les vuvuzelas, les stades modernes et l'hospitalité sud-africaine. Mais derrière cette vitrine, les tensions demeurent. Le chômage reste élevé, les inégalités continuent de se creuser. Dans certains townships, les étrangers sont déjà considérés comme les concurrents économiques. La haine ne disparaît pas. Elle attend simplement une nouvelle occasion de s'exprimer. Au Cap et dans plusieurs villes de province, les commerçants originaires de Somalie, d'Éthiopie et d'autres pays de la Corne de l'Afrique deviennent les cibles privilégiées. Peur de représailles. De violentes manifestations xénophobes ont éclaté dimanche dans cette banlieue du Cap. Des magasins et commerces appartenant à des étrangers ont été pillés et incendiés lors des manifestations provoquées par le chômage de plus en plus chronique dans le pays. Pourquoi eux? Parce qu'ils réussissent souvent mieux que les commerces locaux. Leur organisation communautaire leur permet parfois d'offrir les prix plus bas. Certains habitants les accusent alors de voler les clients. Les dizaines de magasins sont attaqués, plusieurs commerçants sont tués. Les étrangers sont accusés par les manifestants de mener une concurrence déloyale et de profiter de leurs richesses. Le pays est de plus en plus confronté aux manifestations xénophobes. Cette période marque une évolution importante. Les violences ne visent plus seulement les migrants en général, elles ciblent désormais certains groupes nationaux ou communautaires spécifiques. En avril 2015, une nouvelle crise éclate. Cette fois, l'épicentre se situe à Durban, grande ville de KwaZulu-Natal. Quelques jours auparavant, le roi Zulu Godwin Zwelithini avait tenu les propos interprétés par beaucoup comme un appel au départ des étrangers. Même si ces déclarations feront ensuite l'objet de débats et de démentis, leurs conséquences sont immédiates. Des groupes de jeunes attaquent les commerces tenus par des étrangers. Les violences gagnent plusieurs quartiers. Les images de familles fuyant avec plusieurs sacs à main font le tour du monde. Plus de 7000 personnes doivent être relogées dans les camps temporaires.
le gouvernement est obligé de déployer l'armée. Dans plusieurs pays africains, la colère monte. Au Nigeria, les manifestations sont organisées devant les entreprises sud-africaines. L'image internationale de Pretoria est sérieusement écornée. Trop, c'est le message clair envoyé par ces étudiants zambiens pour répondre aux violences xénophobes en Afrique du Sud. Ils étaient environ 1 millier à manifester devant l'ambassade d'Afrique du Sud à Lusaka pour exprimer leur colère. Parfois, les violences ne commencent pas par des coups. Elles commencent par des discours. En 2017, Herman Mashaba, maire de Johannesburg, multiplie les déclarations accusant les étrangers d'être responsables de la criminalité. Ces propos sont largement relayés dans les médias. Peu après, plusieurs quartiers connaissent de nouvelles attaques. Pour les associations de défense des droits humains, le lien est évident. Lorsque les responsables politiques désignent une population comme responsable des problèmes du pays, certains individus se sentent légitimés à agir. Les étrangers deviennent alors des boucs émissaires officiels. Septembre 2019, les violences reprennent à Johannesburg et dans le Gauteng. Les Nigérians sont particulièrement visés. Des commerces sont incendiés. Les véhicules détruits, des dizaines de personnes meurent. Cette fois, les conséquences dépassent largement les frontières sud-africaines. Le Nigeria rappelle son ambassadeur. Les artistes nigérians annulent leur participation à des événements culturels sud-africains. Des entreprises sud-africaines implantées dans plusieurs pays africains deviennent à leur tour la cible de manifestations. Pour la première fois, la xénophobie sud-africaine menace directement les relations diplomatiques du pays avec le reste du continent. Après la pandémie de Covid-19, un nouveau phénomène apparaît. Des mouvements citoyens nationalistes commencent à s'organiser. Le plus connu est l'opération Doudoula. Fondé à Soweto en 2021, ce mouvement affirme vouloir protéger les Sud-Africains contre l'immigration illégale. Les militants organisent des patrouilles. Ils contrôlent parfois l'identité de personnes dans la rue. Ils bloquent l'accès à certaines écoles ou certains hôpitaux. Ils accusent des étrangers de profiter des services publics. Grâce aux réseaux sociaux, leurs actions deviennent virales. Des milliers de vidéos circulent sur TikTok, Facebook et X. Le discours anti-immigré gagne alors une audience nationale. À l'approche des élections municipales de 2026, un nouveau mouvement attire l'attention. Son nom, March and March. Sa dirigeante, Jacinta Ngobese Zuma, une ancienne personnalité médiatique très connue de KwaZulu-Natal. Son discours est simple: les étrangers seraient responsables de la criminalité. Ils occuperaient des emplois destinés aux Sud-Africains. Ils profiteraient des services publics sans y contribuer. Ces rassemblements attirent de plus en plus du monde. Des manifestations ont lieu à Durban, Johannesburg et East London. Les slogans deviennent de plus en plus agressifs. Dans certaines zones, des groupes exigent que les étrangers quittent le pays avant le 30 juin 2026. Des vidéos montrent les foules parcourant les quartiers pour identifier des migrants. Les gouvernements nigérians et ghanéens réagissent officiellement. Des opérations de rapatriement sont organisées. L'Afrique du Sud entre alors dans l'une des périodes les plus tendues de son histoire récente. Ce qui inquiète particulièrement les observateurs, c'est que la xénophobie ne provient plus seulement de groupes marginaux, elle est désormais portée par les organisations structurées, visibles et soutenues par certaines personnalités politiques. La question n'est plus de savoir si une nouvelle vague de violence peut éclater. La question est de savoir jusqu'où elle peut aller. Face aux violences, le président Cyril Ramaphosa condamne officiellement la xénophobie. Il rappelle que celle-ci n'a pas sa place dans la démocratie sud-africaine. Mais le gouvernement adopte également une ligne plus ferme sur l'immigration.
De nouveaux tribunaux spécialisés sont annoncés. Les contrôles migratoires sont renforcés. Cependant, beaucoup d'observateurs estiment que ces mesures ne s'attaquent pas aux causes profondes du problème. La réaction dépasse rapidement les frontières sud-africaines. Le Nigeria organise les rapatriements d'urgence. Le Ghana met en place des vols pour évacuer ses ressortissants. Le Mozambique et le Malawi rapatrient également des centaines de citoyens. Plusieurs gouvernements africains accusent Pretoria de ne pas protéger suffisamment des étrangers vivant sur son territoire. La question devient un sujet diplomatique continental. En 2026, alors que les violences occupent l'actualité, l'Afrique du Sud retrouve la Coupe du Monde après plusieurs années d'absence. Le premier match oppose les Bafana Bafana au Mexique, mais un phénomène inattendu se produit. Sur des réseaux sociaux, de nombreux supporters africains annoncent leur soutien au Mexique. Pour eux, il s'agit d'un geste de solidarité envers les victimes de violences xénophobes. Des vidéos deviennent virales. Les supporters nigérians portent le maillot mexicain. Les internautes publient des montages représentant toute l'Afrique aux couleurs du Mexique, sauf l'Afrique du Sud. Après la défaite sud-africaine 2-0, le capitaine Ronwen Williams exprime sa tristesse. Il déclare ne pas comprendre pourquoi une partie du continent refuse de soutenir son équipe. Cette séquence révèle l'ampleur du malaise. Pour la première fois, la question de la xénophobie sud-africaine affecte directement l'image du pays lors du plus grand événement sportif mondial. L'histoire de la xénophobie en Afrique du Sud est pleine de paradoxes. Le pays qui a vaincu l'apartheid est aujourd'hui confronté à une autre forme d'exclusion. Les migrants africains, autrefois indispensables à son développement économique, sont devenus des cibles d'une colère nourrie par la pauvreté, les inégalités et les échecs de la gouvernance. Les violences de 2008, 2015, 2019 ou 2026 montrent que le problème n'est pas ponctuel. Il est profondément enraciné dans les fractures sociales du pays. La question est désormais de savoir si l'Afrique du Sud parviendra à retrouver l'esprit de réconciliation incarné autrefois par Nelson Mandela ou si la xénophobie continuera à fragiliser la démocratie la plus industrialisée du continent africain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires et à vous abonner pour plus de documentaires sur l'histoire et la géopolitique africaine.